Eh bien, bonjour à tous et à tous. Bienvenue pour ce nouveau Midi Minatech. Midi Minatech un peu spécial parce que nous sommes en visio pour ces 45 minutes. Et spécial parce que c'est le 1er avril. On avait prévu de vous faire une blague en disant le Mini Minatech est annulé, mais bon, on avait peur que tout le monde se déconnecte, donc on a décidé non, bah, de ne pas faire de blague parce que le sujet est trop sérieux pour pouvoir blaguer là-dessus. Donc, dans quelques minutes, nous aurons le plaisir d'écouter Valérie Barbe, qui est chercheuse au CEA au Génoscope et qui va nous parler de la pollution plastique. Mais avant de lui laisser la parole, je vous annonce le prochain Midi Minatech qui aura lieu donc la semaine prochaine en présentiel. Donc inscrivez-vous et revenez en amphi s'il vous plaît. Donc ce Midi Minatech aura pour sujet comprendre les mécanismes impliqués dans les traitements actuels et futurs de la maladie de Parkinson. Et pour ça, nous aurons un duo de présentatrices. Nous aurons Malvina Billière et Audrey Lenaour qui nous parleront de ce sujet aussi très important. Voilà. Mais sans transition, retour au plastique et à sa pollution. Et je laisse Valérie nous en parler là pendant une demi-heure et on se retrouvera après pour vos questions. Voilà. Merci. À tout de suite. Valérie, je te laisse. Merci beaucoup Thibaut. Euh, Vraiment merci pour cette introduction. Donc moi, ma tâche aujourd'hui est de vous parler en fait de la pollution plastique. Donc et j'ai intitulé ma présentation de la colonisation à la biodégradation. Donc euh, avant tout, je voudrais vous expliquer un peu. Donc moi, je travaille au Génoscope. Donc le Génoscope a intégré le CEA en 2007 et c'est le Centre national de séquençage. Donc, on a été en fait créé pour le séquençage, la première version du séquençage du génome humain. Et si vous avez suivi les actualités, ça y est, 20 ans après, il y a eu une annonce hier concernant la totalité du séquençage du génome. Mais c'était déjà à l'époque une révolution. Voilà, et depuis, on s'occupe de tout sauf de séquençage de génome humain et on s'occupe essentiellement d'animaux, de végétaux, d'environnement en général. Et donc le génoscope est situé sur Évry. Donc Évry est en région parisienne. Et en fait, lors d'une rencontre sur une mission avec Jean-François Guillaume ici sur la présentation, j'ai décidé un peu de focaliser mes recherches sur la pollution plastique et notamment la biodégradation. Et j'ai demandé une mission du côté de Perpignan. Et donc, ça fait 4 ans que je travaille avec Jean-François sur cette thématique. Donc, pour parler de la pollution plastique, donc déjà, vous avez déjà vu malheureusement ce genre de photos où en général, voilà, on voit des enfants souvent asiatiques qui sont sur des plages complètement polluées et on peut se poser la question de savoir comment on a pu en y arriver là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on leur lance la pierre, mais nous sommes largement responsables de cette pollution puisque jusqu'en 2018, en fait, en Europe, aux États-Unis, on n'a trouvé rien d'autre que d'exporter nos déchets plastiques vers l'Asie via des super containers. Et puis en retour, on avait plein d'objets très bien made in China que l'on a tous malheureusement chez nous. Donc cette pollution, on en est grandement responsable et en 2018, en fait, la Chine a décidé d'arrêter l'exportation, enfin l'importation pour eux, de, des plastiques. Ça a été un peu le cas aussi pour une grande majorité d'autres pays d'Asie. Et on s'est retrouvé en fait avec nos déchets et on va voir comment on les gère. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le plastique, c'est vraiment un produit qui est bon marché. Et si on regarde autour de nous, finalement, il est partout présent, ce plastique. Il est vraiment, c'est un incontournable de notre quotidien. On en a donc déjà dans tout ce qui est emballage, on le verra, mais dans nos vêtements, au niveau de la voiture, au niveau de la maison, il y en a vraiment partout, partout, partout.
Et c'est un matériau qui est vraiment bien parce que il est léger, il est peu coûteux. Et puis, on peut faire, il y a toute une panoplie de gamme d'utilisation pour ce matériau. Mais c'est quand même un problème. Donc, ce plastique, en fait, finalement, ce matériau, il est récent. Il a été, on va dire, inventé, entre guillemets, dans les années 50. Et vous pouvez voir sur le schéma en haut à gauche, en fait, l'explosion de la production de la quantité de plastique qu'il y a eu en environ 70 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 99% des plastiques qui sont issus de la pétrochimie. Et en fait, ce plastique, au départ, pour rappel, il a été inventé pour faciliter finalement la femme au foyer, pour que c'est plus simple. Dans les années 60, ce qui a explosé, c'était les réunions tupperware. Et donc, ça permettait de conditionner les aliments, de pouvoir les garder. Quand on faisait tomber quelque chose, pas de souci, c'était pas en verre, ça ne se cassait pas. Et donc, c'était vraiment au départ cette utilité-là. Et puis, on a trouvé plein d'autres utilités au plastique. Donc 99% issus de la pétrochimie et en fait, on n'a que environ 1% des plastiques qui sont dits biosourcés. Donc biosourcés, ça veut dire fait à partir de ressources biologiques, comme par exemple l'amidon de pomme de terre, la canne à sucre, l'amidon de maïs ou encore des bactéries. Et on en parlera un petit peu plus tard dans cette présentation. Je voudrais juste m'attarder 2 minutes concernant un peu les termes. Donc, on parle de biosourcé. Donc, biosourcé, ça veut simplement dire que c'est fait à partir de ressources biologiques. Mais ce n'est pas parce que c'est biosourcé que c'est biodégradable. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, en fait, vous avez des polymères donc, qui sont pétrosourcés, qui viennent du pétrole, comme le polyéthylène, le polypropylène, polyéthylène terephthalate que l'on a dans toutes les bouteilles de soda, par exemple. Et ce genre de produit, qu'il soit issu de ressources pétrolières ou du biosourcé, de toute façon, la molécule est la même. Donc, elle est non biodégradable. Donc, c'est là où il faut faire vraiment très attention au niveau de la sémantique, c'est que ce n'est pas parce que c'est biosourcé que c'est biodégradable. En revanche, on peut voir qu'il y a des polymères comme le polycaprolactone, qui lui est pétrosourcé et qui se dégrade très très bien dans les sols. Et puis, il y a les biosourcés et les biodégradables, comme le polylactique, qui est utilisé comme plastique pour les imprimantes 3D, par exemple, et les polyhydroxyalcanoates dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, en termes de bioplastique, quand on appelle un bioplastique, c'est un plastique qui est biosourcé et biodégradable. Alors là, je vais aussi faire une petite différence. Biodégradable, à l'intérieur, on entend aussi tout ce qui est compostable. Et compostable en industriel ou en home compost, dans son jardin. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Par exemple, le PLA, pour l'instant, il est compostable, biodégradable, mais simplement en milieu industriel. Donc, il faut atteindre des températures de l'ordre de 55-60 degrés pour que ce polymère soit biodégradé. Donc, ne mettez surtout pas du PLA dans votre home compost. De toute façon, dans 3 ans, vous le retrouverez totalement intact. La source du problème, c'est qu'en fait, c'est assez facile à fabriquer du plastique, mais que de toute façon, il a été créé pour ça, c'est-à-dire pour durer dans le temps, contrairement à du verre. Donc, c'est ça le problème. Et il y a plus de 30% des déchets qui arrivent, qui viennent des ménages. Et on le verra tout à l'heure, c'est vraiment tout ce qu'on appelle des déchets à usage unique. Et puis, le problème de la collecte, il y a eu un événement il y a quelques mois à Marseille où pendant des semaines, il n'y avait pas eu de ramassage. Et puis, il y a eu un gros événement Cévenol qui s'est passé. Et du coup, tous les déchets se sont retrouvés dans le port et sur les plages. Donc, c'est là aussi
qu'on a des grosses contaminations, c'est un manque de collecte des déchets et de tri. Donc, la surconsommation du jetable et la collecte insuffisante sont vraiment à l'origine de ce problème de contamination en masse. Donc, si on fait un petit peu un état des lieux des secteurs dans lesquels le plastique est utilisé, vous pouvez voir sur ce diagramme qu'en fait, les emballages, ça représente près de 40% de la consommation. Alors, au niveau de la maison, on voit bien le PVC qui est pour tous les tuyaux d'évacuation et d'alimentation d'eau, par exemple. Dans la voiture, les pare-chocs. Enfin, voilà, il y a au niveau des écrans aussi. Enfin, vous voyez bien que le plastique est vraiment partout. Mais cette consommation là d'emballage, franchement, on a quelque chose à faire. C'est vraiment le secteur sur lequel on peut agir, puisque on peut réduire considérablement notre consommation d'emballage, notamment l'emballage à usage unique. Concernant la gestion des déchets en France, comme vous pouvez le voir sur la petite poubelle jaune que vous avez à gauche, donc il y a environ 30% des déchets qui vont partir en décharge, 44% qui vont être valorisés. Alors, le terme de valorisation, il faut entendre par là, en fait, incinération. Et seulement 26% qui partent en recyclage. Alors, le problème auquel on est vraiment confronté en France, c'est que les décharges, ça devient interdit. On ne peut plus enfouir. Et puis, ce n'est pas parce qu'on va mettre ça sous terre qu'on ne va pas contaminer. Forcément, après, il va y avoir dégradation du plastique, ça va se mettre dans le sol, il va y pleuvoir, il va y avoir ruissellement, ça va arriver dans les fleuves, rivières, fleuves, et forcément au niveau de l'océan. La valorisation, je vous ai dit que c'était l'incinération. Donc, c'est pareil. L'incinération, c'est quand même du rejet dans l'atmosphère. OK, mais les incinérateurs, ils sont pleins, ils sont saturés. Donc, on se retrouve avec une quantité de déchets, puisqu'on ne peut plus les exporter, qui fait que on commence à avoir des gros problèmes en France de gestion des déchets. Et en plus, la France a vraiment misé sur la partie valorisation et pas trop jusqu'à maintenant, contrairement à d'autres membres de l'Union européenne, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite, on n'a que 26%, on est les avant-derniers en termes de recyclage. Donc, s'il y a bien un point sur lequel on peut agir en France, c'est le recyclage. Et le recyclage ne veut pas simplement dire recyclage mécanique, mais il existe aussi du recyclage chimique et enzymatique, qui sont deux axes, en plus de l'axe recyclage mécanique, qui sont sur lesquels on peut travailler, on travaille au CEA. Donc, la pollution plastique, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, tout déchet qui va se retrouver, qui a été mis en montagne, de toute façon, à un moment donné, va se retrouver dans les océans. Et on estime, c'est juste une estimation, bien sûr, qu'il y a environ 80% des déchets qui sont en mer qui proviennent de sources terrestres. Et ça représente environ 1 camion poubelle déversé chaque minute dans l'océan. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de déchets qui sont déversés dans les océans. Alors, comment ça se traduit? Sous quelle forme? En fait, ça arrive par les fleuves, par les stations d'épuration. Ça arrive dans les fleuves. Il y a des macros, mais surtout aussi des micro-déchets, et on le verra tout à l'heure avec l'expédition Tara Microplastique que l'on a fait. Il y en a un grand nombre qui va se retrouver en surface, et puis en fonction de la colonisation, la densité va être plus importante, donc ça va commencer à rentrer dans la colonne d'eau. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que tout le monde marin, faire la différence entre du plastique et du plancton, c'est impossible. Donc, quand ils mangent les deux. Et donc ça, du coup, il y a un impact vraiment sur tous les écosystèmes marins. Et on le voit bien sur des photos de ce genre-là que l'on retrouve régulièrement dans la presse. Voilà une tortue, quand elle va manger un morceau de plastique,
ben, elle, la seule chose qu'elle voit, c'est une méduse qui est son alimentation première. Et donc, forcément, ça a le même aspect et elle va absolument pas pouvoir faire la différence. Au niveau des, je parlais des décharges, donc il y a les décharges à ciel ouvert aussi. Bon, ben voilà, hein, quand on est en période de vent, comme par exemple aujourd'hui chez moi, ben, les animaux en sont victimes, forcément. Là, sur cette photo-là, on a en fait un mammifère marin qui s'était échoué sur la plage et il y a eu plus de 20 kilos de plastique retrouvés dans son estomac. Donc tout ça, forcément, ça a un impact important. Donc, comment ça se traduit? Ben, en fait, on ne retrouve pas du plastique partout. En fait, il y a aussi une grosse concentration en fait, dans les gyres, qui sont des vastes tourbillons qui sont générés avec les courants marins. Et notamment, vous avez tous entendu parler de ce fameux gyre du Pacifique Nord qui est le 7e continent. Donc, il ne faut pas s'imaginer en fait que ce 7e continent, ce soit une masse de macro-déchets sur lequel on pourrait arriver avec un filet, comme on peut l'avoir vu aussi dans la presse, et tout récolter d'un seul coup. Non, non. C'est plus sous cette forme, ce qu'on appelle des microplastiques, donc inférieurs à 5 mm, d'accord. Et ces microplastiques, ils sont vraiment nombreux dans ces zones-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a eu une étude faite par Tara, justement, lors de l'expédition Tara Méditerranée en 2014, où ils se sont aperçus que, en Méditerranée, comme c'est une mer fermée, on avait quasiment autant de pollution de microplastiques que l'on peut en trouver dans le Pacifique Nord. Donc, lors de cette étude, justement, il y avait, en gros, ils ont estimé qu'il y a en gros autant de microplastiques que de plancton. Donc, imaginez-vous cette belle dorade, quand elle mange, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle ne va pas faire la sélection entre le plastique et le plancton. Et si vous, par exemple, vous deviez avaler un plat de spaghettis et l'équivalent en poids de microplastique, vous conviendrez que c'est juste un peu indigeste. Et donc, c'est exactement la même chose pour tous les organismes marins. Alors, d'autant plus avec les filtreurs, les moules, les huîtres, voilà, où en fait, ils absorbent tout. Et quand on mange ces organismes-là, on mange la totalité de l'organisme. Et donc, du coup, voilà, alors qu'on peut penser que le poisson, comme on mange que les muscles, tout reste dans le tractus intestinal. Sauf que le plastique, ce n'est pas simplement un polymère, il y a aussi un certain nombre d'additifs. Et on se demande vraiment, et de toute façon, il y a des études qui le prouvent, que ces additifs vont être relargués au niveau du tractus intestinal et rentrer dans l'organisme, par exemple, du poisson, si c'est le cas comme sur cette photo. Donc, pour essayer d'avoir une évaluation de la quantité de pollution que l'on avait en Europe, en termes de microplastiques, on a fait une expédition en 2019 avec Tara Océan, avec la fondation Tara Océan, où on a été faire des prélèvements dans les 9 plus grands fleuves d'Europe, voilà, dont la liste est sur la partie gauche. Et pour ce faire, on a donc ces prélèvements, c'était pour identifier les sources et prédire le devenir des microplastiques, essayer de savoir quelle était la composition. Est-ce qu'on pouvait, grâce à la composition du plastique, savoir, on va dire, par exemple, de quelle entreprise ça a été relargué, de quelle source? Est-ce que c'est plutôt de l'emballage? Est-ce que c'est plutôt du bâtiment? Est-ce que c'est plutôt, voilà, essayer de répondre à ce genre de choses. Pendant des années, on pensait qu'en fait, les microplastiques n'étaient présents qu'en mer et qu'en fait, c'était les macro-déchets qui étaient fragmentés sous l'effet de la lumière, des vagues, tout ça. Mais voilà, potentiellement, ça vient des fleuves. Et il y avait une étude qui recensait ça au niveau de la Tamise, d'ailleurs. Et puis, on voulait répondre à la question de savoir quel était l'impact sur la biodiversité dans le continuum ternaire. Donc, du coup, nous avons fait différents types de prélèvements. Donc, un prélèvement au large, un prélèvement à chaque estuaire de chaque fleuve,
un point intermédiaire, et puis après, en amont et en aval de la plus grande ville qui se situait avant l'estuaire. Donc là, en l'occurrence, Rouen pour la Seine. Donc pour faire les échantillonnages, on avait plusieurs méthodes. Soit on pouvait le faire à partir carrément de Tara. Donc voilà, donc on a un filet manta que l'on déploie. Au bout du filet manta, on a un collecteur et au bout d'un certain laps de temps, on va récupérer ce qu'il y a dans ce collecteur et on va l'étudier. Donc soit à partir du bateau ou de l'annexe de Tara s'il fallait remonter un peu dans les fleuves. Et puis parfois, c'était beaucoup plus compliqué parce que le bateau était trop loin, l'annexe ne pouvait pas remonter jusqu'au point de prélèvement. Donc, on pouvait faire soit à partir de pontons, soit à partir de ponts, s'il y en avait un de disponible. Et puis, autrement, moi, j'ai réussi à avoir des contacts locaux. Voilà, donc on a été faire un petit prélèvement sur la Gironde avec la Filadière, qui est en fait le bateau typique de la Gironde. Voilà, pour aller vraiment au point de prélèvement que l'on avait indiqué. Donc, une fois qu'on a fait les prélèvements, donc tout ce qu'il y a dans le collecteur, on le met dans une bouteille pour après le trier dans le bateau. Et là, c'est ce que, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est vraiment issu d'une collecte. Donc, il y a plein de débris végétaux, d'accord. Mais voilà, il y a plein de débris de microplastiques à l'intérieur. Et pour trier cette collecte, je crois qu'on a mis plus de 3 heures. Donc, le tri se fait sous une loupe binoculaire et puis chaque microplastique est récupéré avec une petite pince, mis dans un petit tube que l'on va congeler directement sur le bateau et puis l'analyse se fera au niveau du laboratoire. Donc, en parallèle, ce que l'on fait, c'est qu'on prend de l'eau environnante grâce à une bouteille Niskin où, à un moment donné, on va pouvoir fermer les deux clapets et collecter directement la quantité d'eau. Et puis, cette eau va être filtrée sur des tripodes avec des tailles de filtres différentes pour récupérer soit tout ce qui est eucaryote, soit les bactéries. Donc, ça va dépendre de la taille du filtre. Donc, tout ça se fait dans le petit laboratoire, ce qu'on appelle le laboratoire humide, qui est sur le bateau directement. Donc là, vous voyez un petit peu les tripodes. On a à disposition une table. Et là, ce sont les godets que l'on met au bout du filet manta et qu'on va récupérer. Donc, ces godets, sur le côté, on a une petite fenêtre avec une maille qui va dépendre de ce que l'on veut récupérer. Donc, pour les microplastiques, la maille est de l'ordre de 300 microns. Et en parallèle, donc ça c'est au niveau des fleuves, et en parallèle, on étudie aussi les berges. Donc on fait le protocole OSPAR, qui est un protocole européen. Vous pouvez aller taper OSPAR dans votre navigateur pour essayer de récupérer le protocole, il n'y a pas de souci. Donc on mettait des quadras, donc des carrés de 50 cm de côté, et puis on récoltait à l'intérieur tout ce qu'il y avait comme microplastique que l'on mettait dans une petite barquette. Et tout ça, après, pour analyser la quantité de microplastiques et aussi voir les différents polluants qu'il pouvait y avoir sur ces plastiques que l'on avait sur les berges. Donc là, c'est tous les 25 mètres, on faisait un prélèvement sur la laisse de mer, puisque c'est là, la laisse de mer, c'est vraiment là où il y a l'accumulation des déchets après la marée. Donc les premières tendances de cette expédition, c'est qu'en fait, on a trouvé malheureusement, franchement malheureusement, des microplastiques dans tous les fleuves. Donc 100% des prélèvements contiennent des plastiques. Après, le processus de fragmentation, c'est clair. On récupère déjà des microplastiques dans les fleuves. Donc, imaginez dépolluer les fleuves en mettant des gros boudins, c'est bien pour les macrodéchets, mais de toute façon, il y a déjà une pollution quasi invisible et on ne peut pas la retirer. Donc, tout ce qui arrive dans les fleuves et par les fleuves en mer restera en mer, on ne pourra pas le traiter. Ça, c'est sûr. Et puis, en plus, sur certaines plages, on a vu qu'il y avait de l'absorption d'un certain nombre
de polluants. Ce qu'il faut se dire, c'est que microplastique, en fait, c'est une vraie éponge à polluants puisque c'est très hydrophobe. Et du coup, ça attire des polluants. Et sur certaines plages, on a vu qu'il y avait une pollution, une certaine pollution. Donc, comme je vous l'ai dit, on fait des prélèvements à bord de Tara, mais en revanche, après, tous les échantillons sont expédiés dans les différents laboratoires qui participent qui ont participé à cette expédition pour faire les différentes analyses. Donc, la plastisphère, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vont se développer sur les microplastiques. Il ne faut pas penser que l'on retrouve des microplastiques comme ça, intacts dans la mer. En fait, dès que ça va arriver, par exemple dans la mer ou dans les fleuves, hein, peu importe, tout de suite, il y a des micro-organismes qui vont se fixer là-dessus. Et puis, il va y avoir une vraie niche écologique qui va se développer. Et donc, on peut dire qu'en fait, ces microplastiques, ce sont des micro-radeaux pour ces micro-organismes. Et ces micro-organismes, on appelle ça la plastisphère. Donc, on peut se poser les questions. Quel est l'effet de cette plastisphère sur la biodiversité? D'accord? Comme ce sont des radeaux, ça peut circuler, ça suit les courants. Est-ce qu'on peut trouver des espèces pathogènes ou invasives? Et ça, on sait, par exemple, suite au tsunami qu'il y a eu au Japon, il y a des espèces endémiques du Japon, c'est-à-dire qu'on ne retrouve qu'au Japon, au Canada, quelques mois après, parce qu'il y a eu une migration de déchets plastiques du Japon jusqu'au Canada. Et puis, la question qui m'intéresse moi personnellement, c'est la biodégradation par des micro-organismes. Donc, pourquoi je m'intéresse à ça? Parce qu'on sait que les polymères, finalement, les plastiques sont colonisés et il y a plein, je vous ai dit que c'était une nouvelle niche écologique et on peut trouver un certain nombre de micro-organismes qui peuvent avoir différents types d'intérêts. Par exemple, il y en a qui vont aller regarder est-ce qu'on peut trouver de nouveaux antibiotiques parmi cette niche écologique. Et moi, c'est vraiment la partie biodégradation. Et on le voit sur cette image-là de microscopie, où on voit les bactéries qui ont creusé à l'intérieur du polymère. Donc, on imagine qu'elles peuvent utiliser ce polymère comme source de carbone et pouvoir se développer. Donc, qu'est-ce que la dégradation, la biodégradation en milieu marin? Donc, vous avez votre polymère qui arrive en milieu marin. Tout de suite, il est colonisé, comme je vous l'ai dit. Et il y a un biofilm, c'est-à-dire une communauté bactérienne qui va, par exemple, se développer avec toute une protection qu'on appelle un biofilm. Et du coup, ça fait vraiment la niche. Certaines bactéries de ce biofilm vont sécréter des enzymes qui vont aller couper en petits morceaux le polymère. Ces morceaux vont être assimilés par cette communauté pour pouvoir se nourrir, en fait, tout simplement. Et puis, il va y avoir relargage de CO2 qui est la phase finale, en fait, de ce processus. Donc, à l'heure actuelle, il existe un certain nombre de souches qui ont été mises en évidence pour intervenir dans la biodégradation de certains polymères, mais ce sont des souches qui sont pures en laboratoire et souvent, en fait, le problème, c'est qu'elles ne sont pas marines. Et on a quand même un gros problème au niveau du marin et c'est important d'avoir des souches marines et vérifier que la biodégradation puisse se faire aussi en milieu marin. D'autant plus qu'on a des prédictions de processus vraiment de dégradation, mais à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de preuves à ce niveau-là. On a quelques enzymes qui ont été identifiées comme pouvant vraiment intervenir dans la biodégradation, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a essentiellement pour le polyéthylène terephthalate et du coup, l'entreprise Carbios utilise une enzyme bien particulière qui permet de recycler le PET. Donc, le PET, comme je vous le rappelle, hein, c'est le plastique utilisé pour tout ce qui est soda.
Donc, moi, je m'intéresse plus particulièrement aux polyhydroxyalcanoates. Donc, les polyhydroxyalcanoates, ce sont des polymères qui, à partir de ressources renouvelables, d'accord, vont être synthétisés par des bactéries ou des champignons. Donc là, vous avez une bactérie et à l'intérieur des vésicules dans lesquelles est stocké ce polymère. Donc, on peut extraire ce polymère, l'extruder pour former des objets, et quand ce polymère va se retrouver dans la nature, il va être complètement dégradé en peu de temps, libéré du CO2 qui est réutilisé pour la photosynthèse, pour les ressources renouvelables qui peuvent être des microalgues. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça le cycle de vie des PHA. Et donc, c'est bien un produit qui est biosourcé et biodégradable. À titre d'information, ce polymère est déjà beaucoup utilisé dans l'industrie pharmaceutique biomédicale. Par exemple, les fils de suture. Voilà, donc avant, il fallait repasser chez le médecin quelques jours, quelques semaines après avoir eu les points de suture. Et maintenant, ils sont biodégradables. Hein, il y a juste ils s'enlèvent tout seuls. C'est du pH. Donc, comment je fais mes recherches? Je vais prendre des morceaux de PHA que je vais mettre dans des petits sachets en nylon, que je vais mettre dans une nasse et le tout, je vais le laisser se coloniser dans le port de Banyuls pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois en fonction des types de polymères. Ensuite, je vais récupérer les sachets. Donc là, on voit bien en bas, vous avez différents types de PHA avec des formes différentes. Et donc, ils sont bien colonisés et je vais les récupérer. Je vais extraire cette plastisphère et puis je vais faire de l'isolement de manière à isoler les souches qui m'intéressent grâce à des paramètres d'identification, de dégradation de ces polymères. Je vais explorer les génomes de ces polymères jusqu'à identifier les enzymes clés qui m'intéressent et qui interviennent dans la dégradation. Donc, voilà tout le processus de mon travail. Et puis, juste pour terminer ma présentation, je voudrais vous parler du réseau Plasnet, qui est un réseau que l'on a créé au sein du CEA, qui regroupe en fait des physiciens, des chimistes, des biologistes, voilà, plein de communautés totalement différentes, mais on a tous le même but, c'est de travailler sur la réduction du plastique et aller vers un monde, on va dire, dans une économie, dans le but d'une économie circulaire du plastique. Donc, nos activités peuvent être, vont de l'éco-conception, par exemple. Bien sûr, il faut toujours avoir des tests au niveau de l'écotoxicité, c'est-à-dire que maintenant, quand on met sur le marché un polymère, il est bien de vérifier qu'il n'est pas toxique pour l'environnement et pour toute la biodiversité. Et puis, on va analyser, en fait, on va avoir une caractérisation de l'impact environnemental et puis on va jusqu'au tri, recyclage, biocatalyse, voilà, tout ça. Donc pour ça, on travaille en synergie, tous ensemble. On organise des réunions, des rendez-vous un peu comme les Midi Minatech, où on parle de sujets intéressants et voire des colloques. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis là pour répondre à vos questions. Merci Valérie, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement pédagogique et intéressante qui suscite déjà beaucoup de commentaires, réactions et questions dans le chat. Donc bien évidemment, on n'aura pas la possibilité, vu le temps qui nous est imparti, de répondre à toutes les questions, mais comme on le fait d'habitude, on transférera les questions et comme ça, si après tu peux y répondre Oui, bien sûr. aux personnes. Hein, voilà. Donc on va commencer. Donc là, je vais les prendre dans l'ordre. Hein, et donc la première question que là je publie, comment avez-vous fait pour normaliser les volumes d'échantillons prélevés à chaque point, notamment quand les prélèvements en bateau n'étaient pas possibles? Alors, en fait, sur le filet Manta, on a un volumeter où on va pouvoir mesurer en fait le volume d'eau qui va passer dans le filet.
Et donc ça, ça nous permet de rapporter à la quantité de plastique que l'on aura prélevé par rapport à la quantité d'eau qui sera passée dans le filet. D'accord, très bien. Et on a toujours, Alors, une autre question. excuse-moi, et de toute façon, on fait Ouais, toujours les vas-y. prélèvements avec le filet manta, même si on n'est pas sur le bateau, hein, sur un ponton, du pont, on utilise toujours le filet manta. D'accord, très bien. Une autre question sur les bio-organismes. Est-ce que les bio-organismes marins sont les mêmes en eau douce et dans l'eau salée? Alors, pour l'instant, on n'a pas totalement la réponse, mais on imagine vraiment que non, puisque la salinité peut avoir un impact. Et là, c'est ce qu'on est en train de regarder. Là, donc, il fallait qu'on attende d'avoir séquencé l'ensemble des échantillons, l'ensemble des plastisphères que l'on avait sur tous les échantillons qu'on avait prélevés, pour pouvoir faire cette étude. Et là, ça y est, on vient de recevoir l'ensemble des séquences, et donc on va pouvoir analyser tout ça. Très bien. Une question très courte. Les PHA, est-ce qu'ils contiennent des additifs? Alors, à mon sens, non. Et c'est justement, on joue la matière, enfin, on joue sur la matière en fonction de l'utilisation soit du sucre, soit du lipide que l'on va donner à la bactérie, on va dire, pour la synthèse du pHA. Et donc, on joue plus sur la caractérisation vient plus, en fait, du type de ressources que l'on donne à la bactérie pour produire le pHA. Mais pour l'instant, dans les PHA qui sont utilisés, il n'y a pas d'additifs. Pas d'additifs. Donc là, on a une question, un commentaire, mais je vais lire parce qu'il est positif. Alors, merci beaucoup pour cette très intéressante présentation qui mériterait de passer au moins 20 heures. Mais bon, j'ai une question plusieurs volets. La planète entière est plus ou moins sensibilisée à ce problème qui menace silencieusement l'humanité et plusieurs efforts, si on peut appeler ainsi, auraient visiblement été faits par plusieurs nations et plusieurs, j'imagine, grands groupes commerciaux. Mais est-ce qu'on peut déjà observer un effet sur le volume de production en millions de tonnes? Est-ce qu'on note une inversion de la courbe? En gros, est-ce qu'il se passe quelque chose? Ben, en fait, c'est pas ce que les projections prédisent pour l'instant. C'est-à-dire que ça continue vraiment l'utilisation du pétro sourcé et voilà, parce que pour l'instant, il y a les usines fonctionnent comme ça. Mais en revanche, effectivement, il y a un certain nombre de grands groupes qui en ont marre d'avoir cette étiquette voilà, de gros pollueurs et donc, du coup, qui se retournent vers un certain nombre de chercheurs pour essayer d'avoir une étiquette green. Et alors, à titre d'exemple, par exemple, BIC recycle ses propres briquets et fait des tests justement de biodégradation en mer. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Mais il y a plein de. Là, on est vraiment sur une courbe pour essayer d'améliorer, changer le type, au moins dans du packaging. D'accord. On a une autre question sur la présence de microplastiques dans le sang humain. Apparemment, il y aurait une étude hollandaise Elle vient de sortir, ouais. voilà, qui vient de sortir. Alors, quels sont les risques à long terme? Est-ce que la tendance pourrait être inversée ou il faudrait dès maintenant commencer à anticiper les conséquences de ces aspects sur l'humanité, quitte à apprendre à vivre avec ces conséquences sur notre mode de vie? Ah bah de toute façon, on est déjà au pied du mur. Donc oui, on sait très bien qu'on a du microplastique partout. Alors c'est même pas micro, là c'est de l'ordre du nano. Hein. Sauf que pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul pour voir. On sait qu'on le trouve partout. On sait qu'il y a des incidences sur certains organismes, mais en revanche, on n'a pas suffisamment de recul pour vraiment savoir quel est l'impact. Par exemple, on va manger un chewing-gum, est-ce qu'il va y avoir un gros impact ou pas maintenant par rapport à ce que l'on respire? De toute façon, on en respire, il y en a dans le sens humain, ils en ont trouvé au niveau du cordon ombilical, enfin, partout. Partout. Ouais. Et le seul moyen, pour l'instant, on ne va pas pouvoir dépolluer les choses. Donc, c'est juste, c'est un peu comme quand on a une fuite d'eau à la maison, ben, le meilleur moyen, dans un premier temps, c'est d'arrêter la vanne, et puis après, on éponge. Mais déjà, il faudrait arrêter la vanne plutôt que de la laisser ouverte. Donc, ce serait bien qu'on essaye de réduire considérablement notre consommation de plastique. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment sur les emballages que l'on a un poids important à faire.
Et puis, en plus, là, on impacte aussi l'industriel, de toute façon. Une question sur les enzymes. Peut-on exclure que les enzymes qui dégradent les polymères biodégradables n'attaquent pas, d'une certaine façon, les autres polymères? Tous les polymères n'ont pas la même composition, ce qui fait que ce ne sont pas forcément les mêmes types d'enzymes qui font la dépolymérisation. Voilà, donc il y a des estérases, des catalases, des lipases, enfin voilà, il y a toute une panoplie. Maintenant, je ne sais pas, je ne peux pas complètement exclure le fait que certaines enzymes que l'on puisse mettre en évidence sur les PHA ne puissent pas être utilisées sur d'autres types de polymères. Ça pourrait être à utiliser, mais il faut déjà avoir la bonne structure chimique du polymère pour être sûr que ça pourrait être possible en théorie. Ouais. Une autre question, là, ouais, t'es bombardé de questions, là, mais les sols sont eux-mêmes très contaminés en microplastique, à l'usure des pneus, plastique agricole, etc. Peut-on chiffrer cette proportion de macroplastiques terriens, entre guillemets, de ceux vraiment formés par la dégradation aquatique? C'est ce que je disais, on estime qu'il y a l'équivalent d'un camion-benne par minute qui vient de sources terrestres dans les océans. Après, la contamination, je ne sais pas si on a vraiment fait une étude de la contamination sur tous les sols. Voilà. Mais de toute façon, la pollution en mer, elle vient, bien sûr, il y a une partie de pêche, je ne dis pas, mais les 3/4, ça vient vraiment de sources terrestres. Ça vient par les fleuves, ça vient par les stations d'épuration, ça vient. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse encore jeter un mégot dans la rue. De toute façon, ça va passer, ça va passer dans les égouts. Les égouts, c'est directement le fleuve et puis la mer après, quoi. Donc rivière, fleuve, et voilà. Ouais. Quelle est la concentration moyenne en microplastique dans les océans, dans les fleuves? Est-ce que tu as un chiffre? Alors, il y a des chiffres, mais je ne les ai pas en mémoire. Hmm. Il y a des chiffres. Il y a une étude qui est sortie dans Science en 2021. Ça doit être WEIS, W-E-I-2-S, qui justement fait une projection de la quantité de plastique qui est moins importante que ce qui est prévu. Mais je n'ai pas les chiffres en tête. Non, bah déjà, avec ces informations-là, je pense que on pourra retrouver l'étude exacte, hein. Ouais. Une autre question sur comment faire au quotidien pour choisir un plastique PHA. Alors, on va pas forcément le choisir parce que on le trouve pas dans tous les domaines, dans tous les secteurs. C'est vraiment quelque chose, pour l'instant, assez sectorisé, par exemple dans le biomédical, où certains agriculteurs peuvent l'utiliser en tant que bâche, et là, ça va se dégrader. Maintenant, il y a vraiment des usines qui essayent de développer au maximum pour pouvoir l'utiliser en termes d'emballage. Parce qu'il y a des propriétés des PHA contre l'O2, tout ça, qui sont vraiment très très proches du polyéthylène pour faire les films. Donc voilà. D'accord. On va prendre encore, je pense que là, les trois questions là, qui restent, et puis après, on sera obligé de couper, hein, sinon, je pense on peut rester comme ça toute l'après-midi. Donc, une question, je la publie, hop. Serait-il possible de modifier l'une des souches que vous avez réussi à isoler afin de lui permettre d'augmenter ses capacités de dégradation, ou serait-ce purement utopique? Si cela s'avère possible, n'y aurait-il pas un risque biologique présenté par la souche par la suite? Alors, c'est exactement ce qu'on risque, enfin, ce vers quoi j'aimerais aller. Mais en fait, l'idée, c'est d'essayer on va dire, fabriquer, entre guillemets, des enzymes plus efficaces. Mais ça se fait et c'est utilisé, par exemple, voilà, Carbios, qui recycle le PET, utilise une enzyme voilà, issue d'une souche. Alors, soit on utilise la souche directement, mais en général, non, c'est pas. La souche, elle est utilisée pour la fabrication.
Mais pour la dégradation, ce sera certainement les enzymes. On pourra améliorer l'activité de l'enzyme, soit directement sur l'enzyme, soit en agissant sur la souche, pour qu'elle produise une enzyme plus efficace. Mais après, c'est l'enzyme qui sera utilisée si on part vers un système de recyclage enzymatique. Ce qui est en train de se développer un peu partout, ce domaine-là. D'accord. Une autre question sur est-ce que ce sont réellement les micro-organismes qui dégradent les plastiques ou plutôt les UV? Et les organismes profitent juste de la plus grande surface pour se fixer suite à la dégradation? Alors, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr la dégradation abiotique, ce qu'on appelle la dégradation abiotique avec les mouvements des vagues, avec les UV, tout ça. Et puis, du coup, ça va permettre de commencer une déstructuration du polymère et les micro-organismes vont réussir à mieux manger. C'est-à-dire que, en fait, quand le polymère il est sous forme de plaques de lasagne, bah, c'est compliqué d'aller grignoter, mais quand il commence à avoir des petits filaments comme des spaghettis, bah, c'est plus facile de les récupérer et de pouvoir commencer à grignoter. Donc, la colonisation, elle, se fait dès le départ, dès que le plastique arrive en mer. Mais après, c'est vraiment aussi l'impact, la déstructuration. En fait, c'est un peu la dégradation abiotique qui commence et après permet aux micro-organismes de pouvoir se fixer sur les microplastiques. Voilà, je poste encore une question. Hop. Peut-on espérer que les organismes vivants, les poissons, les hommes, puissent finalement s'adapter aux microplastiques? Mais en fait, c'est pas tant les microplastiques. Le problème, c'est souvent les additifs qui y sont liés. C'est ça, parce qu'il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des métaux lourds, il y a des choses comme ça. Et c'est presque plus ça qui pose un souci, en fait. Il est très difficile de savoir si c'est vraiment le microplastique à proprement parler qui engendre les problèmes. Si ce n'est quand ça se retrouve dans l'estomac, bah, c'est indigeste, hein, c'est impossible à enlever. Mais derrière, hein, par exemple sur la santé humaine ou même sur les études de toxicité, bah, c'est pas simple d'enlever la partie et vraiment d'étudier la partie additif. Donc voilà, c'est plutôt un tout. Et s'adapter, c'est comme tout. Hein. Ouais. Voilà. Allez, là c'est tellement passionnant. Et puis de toute façon, on est en ligne. Et si vous avez faim, vous avez qu'à faire 2 mètres pour aller manger chez vous, là. Donc, je reprends encore quelques questions. Donc, une question sur est-ce que les chercheurs recherchent, on espère, hein, des organismes fongiques? Est-ce qu'ils pourraient aussi produire des enzymes pour dégrader les microplastiques? Oui, je confirme. En fait, le PHA peut être aussi. Il y a certains champignons qui synthétisent des PHA. Et donc, la biodégradation par les champignons est aussi étudiée. Et ça, c'est mon collègue qui le fait. Voilà, c'est un collègue de Brest qui le fait. Et moi, je suis plus sur la partie bactérienne. Une autre question sur l'idée du PHA que vous avez présentée, qui est assez révolutionnaire et pourrait changer beaucoup de choses. Mais à quelle échéance on pourrait retrouver des objets biosourcés et biodégradables afin d'arrêter cette fuite? Déjà, je pense que dans un premier temps, là vraiment, les PHA, il y a des entreprises qui sont en train vraiment de se construire pour essayer de produire de plus en plus de PHA. Là, le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que la production de PHA coûte encore trop cher par rapport au pétrosourcé. Et le frein, il est là. Donc, il faut améliorer la synthèse de manière à réduire les coûts qui a déjà énormément chuté ces dernières années. Là, en 10 ans, ça a énormément chuté. Mais il faut encore réduire ces coûts pour que l'on puisse commencer à vraiment avoir ce genre de polymère sur le marché de manière usuelle. Voilà, pour n'importe quel, pour un certain nombre d'utilisations. Mais les coûts diminuent de plus en plus et il y a vraiment des recherches là-dessus. Ok. Allez, la toute dernière question de l'après-midi, hein, parce qu'on pourra refaire, je pense, un nouveau Midi Minatech. Ces enzymes ne dégradent que les plastiques biodégradables. C'est bien ça?
Quid des plastiques non biodégradables encore produits aujourd'hui? Quelle proportion fabrication plastique biodégradable versus non dégradable? Alors, en Ah bon. fait, les enzymes que moi j'isole, effectivement, sont sélectionnées sur des polymères. Et en fait, je ne vais pas avoir forcément les mêmes organismes en fonction de la composition du PHA que je vais utiliser. Donc, je pense que j'ai une sélection vraiment liée aux polymères à proprement parler. Il existe effectivement des enzymes qui permettent la dégradation de certains polymères non biodégradables, comme par exemple le PET, dont je vous parlais pour l'enzyme de Carbios. Ils ont trouvé une enzyme, ils ont même ingénieré, ils ne l'ont pas trouvé, on va dire, oui, c'est de l'ingénierie enzymatique qu'ils ont fait pour trouver cette enzyme. Elle n'est pas naturelle, mais voilà. Donc, il y a plein de choses encore à faire. Le problème, c'est que souvent, c'est le taux de dégradation sur certains polymères, comme les pétrosourcés, qui est extrêmement lent. Donc, pour les études, ça prend beaucoup de temps. Très bien, merci Valérie. Donc, nous allons arrêter là la session des questions-réponses, hein. Bien évidemment, on répondra à vos questions qu'il y a dans le chat, hein. Et puis, bien évidemment, la présentation ainsi que le replay seront disponibles sur la chaîne des Midi Minatech. Mais là, en fait, je pense que on peut remercier Valérie. Alors, je ne sais pas Merci si à ça vous. se fait de taper des mains, mais si les gens l'entendront, mais en tout cas, beaucoup de personnes te remercient et saluent la qualité de la présentation des réponses aux questions. Donc, sujet très, très intéressant. Voilà, merci, Merci bravo. beaucoup à vous. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain Midi Minatech en direct qui parlera des mécanismes impliqués dans les traitements actuels et futurs de la maladie de Parkinson. Donc, nous accueillerons Malvina Billière et Audrey Lenaour. Donc, rendez-vous la semaine prochaine et passez un bon week-end et portez-vous bien. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.